Bon, mais c'est le moment, non? Il y a un peu plus de 30 jours sortait Robot Arena Survivors sur Steam le 4 décembre 2024. Dans cette vidéo, on va parler de chiffres, de nombre, de vraies données de vente sur cette période de 30 jours après la sortie du jeu. Pourquoi 30 jours? Parce que c'est important d'avoir un échantillon assez large, pas uniquement se concentrer sur la première semaine ou sur la quatrième semaine, puisque là les données vont être complètement différentes. Et notamment parce que Steam, quand vous sortez un jeu, vous avez 30 jours de visibilité un petit peu poussée par Steam. Plus vous allez avoir de wishlist, plus ce round de visibilité, comme il s'appelle, va être performant. Mais en tout cas, c'est une mise en avant au sein même de Steam de votre projet qui sort pendant 30 jours. Et alors pour ceux qui ne connaissent pas Robot Arena Survivors, c'est le projet sur lequel j'ai travaillé durant l'année 2024 et donc qui est sorti en fin d'année. C'est un jeu dans lequel vous allez incarner un pilote de tank, d'overtank, et vous allez vous battre dans des arènes contre des robots un petit peu maléfiques, on va dire. C'est un Survivor-like doté de leaderboards online connectés sur Steam. Voilà, tout avec un petit système de méta-progression. Vous allez pouvoir choisir vos capacités, vous allez pouvoir un petit peu customiser comme ça votre expérience et du coup affronter d'autres joueurs en ligne entre guillemets, puisqu'il ne s'agit pas d'un multijoueur, c'est bien un jeu solo, mais les leaderboards permettent de vous comparer avec les autres et d'aller chercher en fait les premières positions sur chacune des arènes. Donc nous allons parler de chiffres, nous allons comparer ce qu'on peut comparer. Alors il faut bien se mettre en perspective que ce sont mes analyses par rapport à mon expérience personnelle sur deux développements, deux projets qui sont sortis sur Steam, que je maîtrise rien, comme beaucoup d'indés, en fait je teste des choses et je regarde ce qui se passe. Prenez toujours tout ce que je vais vous dire ici avec des pincettes, regardez des vidéos c'est cool, mais sourcer les choses, d'accord, allez chercher de l'information peut-être chez des gens qui font des trucs un peu plus successful et faites-vous vos propres idées par rapport à tout ça. Donc faites vos propres tests, comparez un petit peu ce que disent les gens, enfin faites-vous vos petites vérifications, d'accord. Il ne faut pas partir du principe que tout ce que je vais dire dans cette vidéo est absolument vrai pour tout le monde, ce qui est bien sûr faux. En tout cas, dans mon cas de figure, c'est ce qui se passe. Donc nous allons parler des chiffres de vente, nous allons les comparer avec mon premier jeu Escape Space qui est sorti début janvier celui-là. Donc pareil, on va intercaler les deux jeux, on va regarder sur une période de 30 jours pour les deux après leur sortie et voir un petit peu quelles sont les différences finalement entre ces deux projets, s'il y en a, s'il y a des similarités, on va regarder un petit peu tout ça. Et on va faire des conclusions, peut-être un peu hâtives encore une fois, parce que c'est peut-être encore trop tôt avec deux jeux sortis pour avoir des vraies révélations sur comment faire un jeu vidéo. Vous allez voir si c'est un succès ou pas, du coup, par rapport aux objectifs que je me suis personnellement fixés. On parle d'objectifs personnels, pas d'objectifs de carrière ou de vente ou de réussite finalement. On va faire un espèce de petit post-mortem aussi également. On va essayer d'en tirer des conclusions, c'est-à-dire voir ce qui, selon moi, aurait pu être mieux, ce qui n'a pas fonctionné, les choix que j'ai faits qui n'ont pas fonctionné dans le développement de ce projet. Il y a pas mal de trucs en fait où, en regardant ça sous un œil nouveau, on se rend compte que finalement, c'était pas forcément de bonnes idées, que ça m'a coûté du temps pour un bénéfice en termes de qualité de jeu ou je ne sais quoi, qui n'est pas forcément à la hauteur du temps passé. Alors quelques petites informations concernant la sortie de Robot Arena Survivors, donc qui s'est effectuée le 4 décembre 2024. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai décidé de synchroniser déjà le lancement de ce jeu avec un événement Steam plutôt gros. Alors c'était pas un événement Steam dans le sens événement officiel Steam, c'était un événement sur la plateforme Steam, qui est un événement poussé par des tiers, mais suffisamment gros pour être dans les featured sur la première journée de l'événement. Donc un événement qui était sur la homepage de Steam finalement. Et donc j'ai décidé de sortir le jeu en même temps que ce lancement, en plus négociant avec, alors négociant c'est un grand mot, en demandant à l'institution qui gérait ça s'il était possible de feature le jeu finalement, vu qu'il sortait le premier jour. Donc on a un événement featured sur la homepage de Steam et Robot Arena Survivors qui est featured sur cet événement la première journée. Donc c'est plutôt encourageant comme plan. Il faut savoir également que le jeu Robot Arena Survivors était en promotion sur ses 14 premiers jours de sortie. Donc on va étudier 30 jours de sortie. Sur les 14 premiers, il y avait une promotion de 30%, ce qui faisait passer le jeu de 6,99$ à 4,89$, donc 2 euros de réduction. En général, c'est plutôt solide. Et donc, ce que je vous propose, c'est de se faire un vrai ordre d'idée de comment ça a fonctionné par rapport aux objectifs que je me suis fixés. Et on va peut-être commencer par parler des objectifs en question. Le contexte, c'est que je suis un développeur, avec des guillemets, indépendant dans le sens où j'ai pas spécifiquement de formation en game dev, j'ai jamais travaillé dans l'industrie, je ne suis pas développeur non plus, je suis pas spécialement artiste non plus. Mais, avec Internet, on apprend un peu ce qu'on veut, donc j'ai décidé de faire ça. J'ai réussi à sortir un premier jeu Escape Space, donc le 15 janvier de l'année 2024, un projet qui m'avait pris 12 mois officiellement, mais peut-être plusieurs années officieusement, 12 mois de prod réel, dans lequel j'ai
from scratch redémarré le projet et je l'ai poussé jusqu'à sa release. Mais il y a eu pas mal de tentatives avant ça parce que l'apprentissage finalement. Ça, c'est mon background. Et du coup, je me suis demandé s'il était possible de réitérer finalement, parce que j'ai mis un jeu sur Steam, d'accord? Donc plutôt cool. Le succès par rapport aux objectifs que je me fixais à l'époque, c'était correct. C'est-à-dire que je voulais, s'il y avait 10 personnes qui jouaient au jeu, j'étais content. Bon, il y en a eu un peu plus, il me semble environ 200 acheteurs. Donc très cool. La page Steam en plus a été remboursée puisque le jeu a dépassé les $1000 de revenus net Steam. Et le projet avec Robot Arena Survivors, c'était du coup de faire mieux qu'Escape Space. Alors c'est aussi simple que ça. L'objectif, c'était de faire mieux qu'Escape Space, c'est-à-dire dépasser le nombre de copies vendues, mais aussi dépasser l'argent généré par les ventes de Robot Arena Survivors. Et alors là, il y avait un petit bémol, c'est que Robot Arena Survivors coûte moins cher que Escape Space. Pour atteindre ce chiffre finalement de vente supérieure, il fallait donc vendre beaucoup plus de copies parce que on a un jeu d'un côté qui est autour de 10 € et on a un autre qui est autour de 7 quand il n'est pas en promo. Sachant que la plupart des ventes se font quand le jeu est en promotion. Un peu tendu, mais est-ce que j'ai réussi ça? Eh bien, on va aller regarder ça tout de suite. Alors, j'ai un très grand tableau, c'est pour ça que je vais regarder un petit peu l'écran, tout ça, parce que j'ai tout un tas de données que j'ai enregistrées pendant ces 30 derniers jours. Au total, sur cette période donc de 30 jours, post-sortie de Robot Arena Survivors, on accumule 198 ventes pour un montant total de un peu plus de 470 € réels. Et alors je reprécise parce que quand je dis réel à ce moment-là, ça inclut l'argent converti, d'accord ? Mais ça inclut aussi le fait de devoir payer les taxes françaises, puisque en tant qu'entrepreneur en France, vous avez des taxes en fait à payer sur votre activité. Et là, dans mon cas, moi, on est sur une auto-entreprise, on a donc un pourcentage à donner à l'URSSAF quand on fait nos déclarations, etc. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec cette somme-là. Je vous ai dit 470 € de revenus réels en un mois. Avant de payer toutes ces taxes URSSAF et tout, on est plutôt à 610 €. Vous voyez, donc il y a quand même un gap qui se creuse assez vite. Donc ça, il faut le prendre en compte, d'accord ? Sur le gros Steam qui sera affiché sur leur plateforme, avant tous les calculs possibles et imaginables, on est plutôt aux alentours de 910 $. Donc on passe de 910 $ à 470 €. Voilà, juste que vous ayez bien ça en tête. Je peux aussi vous préciser un autre chiffre intéressant, c'est que on est sur un jeu, encore une fois, qui vaut 6,99 $. Le prix, j'ai fait le calcul de la moyenne d'argent en euros réel que je vais toucher sur chaque jeu vendu. Au final, moi, ce que je vais avoir dans la poche chacune de ces ventes, ça sera en moyenne 2,38 €. Donc voilà, les petites données un peu croustillantes sur ces ventes-là. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de comparer ça avec Escape Space, parce que comment on sait si le jeu a bien fonctionné ? Il faut déjà d'une part se donner des objectifs réalisables à notre échelle et peut-être avoir des points de comparaison. Sur Escape Space, j'avais aucune base de comparaison, donc je ne savais pas ce qui se passait. Je ne savais pas du tout si est-ce que c'est normal que j'ai des ventes le jour 1, 2 et puis j'ai plus rien ensuite ? Je ne sais pas. Là, l'avantage, c'est que comme j'ai déjà un premier jeu de sortie qui est déjà passé par ces étapes-là, eh bien je peux transposer les chiffres et regarder un petit peu ce que ça raconte. Dans mon cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que sur cette période de 30 jours, Robot Arena Survivors a presque fait le double d'argent que Escape Space. Escape Space, on était sur un revenu réel de 254 €. Par contre, en termes de nombre de ventes, j'ai fait quasiment 2,5 fois plus que Escape Space. En comparaison, on a 58 ventes pour un mois côté Escape Space et donc 198 côté Robot Arena Survivors qui commence à faire un petit gap. Alors, encore une fois, à mon échelle, c'est pas, je ne suis pas un jeu qui vend des millions, hein. On parle en centaines actuellement, mais quand même ça permet de voir qu'il y a un sacré gap qui peut s'expliquer par plusieurs choses. J'ai un tout petit peu plus marketé sur Robot Arena Survivors, même si j'ai pas le sentiment que ça ait fait grand chose. En revanche, je sais que j'ai tapé sur une niche un peu plus réaliste. La moralité en tout cas, c'est que sur le plan vente, le jeu Robot Arena Survivors a mieux fonctionné, on peut le dire, que Escape Space, en tout cas sur ces 30 jours. Maintenant, est-ce que c'est vrai sur la totalité des ventes? Nous voici donc sur le moment fatidique où il faut maintenant voir si les petits objectifs que je m'étais fixés, c'est-à-dire à savoir est-ce que Robot Arena Survivors va surpasser Escape Space. Alors, même si c'est de 10 €, on s'en fout, hein, le but c'est de le dépasser. Est-ce que c'est réussi cet objectif-là ? Parce qu'on a vu sur 30 jours, mais est-ce que sur la totalité des ventes, c'est réussi ? En reprenant les chiffres Steam, Escape Space, c'est 1480 $ net sur Steam.
Alors après, encore une fois, vous enlevez les 30%, vous faites la conversion en euros, après il faut donner à l'URSSAF un certain pourcentage. Mais côté Steam, 1480$ avec 214 ventes, d'accord? Il y a 214 ventes sur Escape Space. On est donc sur un nouveau projet qui s'appelle Robot Arena Survivors, voilà, avec l'accent. N'hésitez pas, si vous jouez à ce jeu sur Twitch ou quoi, n'hésitez pas à mettre l'accent. Robot Arena Survivors, ok? Robot Arena Survivors qui du coup, lui, va taper dans les 1663$ de revenus net Steam, qui du coup est un peu plus qu'effectivement que Escape Space sur sa durée. Et alors là, pour les ventes, par contre, 483 ventes. Donc on a vraiment beaucoup plus de ventes, ce qui s'explique assez facilement par rapport au genre, à la niche, entre guillemets, du jeu, qui est un peu plus populaire qu'un shoot 'em up à l'ancienne, mais aussi par rapport au prix très attractif du jeu par rapport à Escape Space, qui est quand même aux alentours de 10 balles. Faut pas se le cacher. Et encore plus attractif durant son early access, puisque le jeu était à moins de 4€ pendant quelques mois. C'est un succès. On a réussi à dépasser les objectifs de vente de Escape Space avec ce projet. Est-ce maintenant un succès au point d'en vivre? Absolument pas. Grosso modo, on va enlever, je sais pas, à peu près la moitié des revenus net Steam pour avoir une idée globale un petit peu tirée vers le bas de l'argent réel qu'on va faire. On n'est pas du tout sur un SMIC, hein, soyons bien d'accord, pour 11 mois de travail. Être rentable sur un jeu vidéo, c'est pas simple, clairement pas. Alors, il y a quand même un truc assez marrant que je voulais ajouter en termes de chiffres, c'est que j'ai constaté, à ma grande surprise évidemment, que au moment de la sortie d'un projet, il y a un élan de wishlist. Les gens ont envie de wishlister le jeu. Je sais pas exactement ce qui se passe. Plutôt gros en plus, hein. Plutôt gros. Alors, pour être un jeu trending, un jeu à succès sur Steam, il va falloir des dizaines de milliers de wishlist. D'accord? C'est pas. Moi, j'en suis très loin, encore une fois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Robot Arena Survivors est sorti avec 873 wishlists, ce qui est ridicule. Cela étant, Escape Space était sorti avec 564 wishlists, ce qui n'est pas mieux, hein, clairement pas. Quand on regarde le cas Escape Space, au moment de sa sortie, sur ces 30 jours, hein, on était donc à 564 et on est passé à 939 wishlists. C'est-à-dire qu'il y a donc des gens qui wishlistent un jeu qui est sorti. Soit parce qu'ils vont peut-être attendre une promotion pour l'acheter plus tard, soit parce qu'ils veulent encore surveiller, voir s'il y a des mises à jour ou si c'est un dead game ou je ne sais quoi. Peu importe, je ne sais pas encore exactement pourquoi, mais en tout cas, sachez que ça existe. Escape Space, ça a donc généré 375 wishlists en 30 jours après sa sortie, ce qui est 66% de ces wishlists de base. D'accord? Donc on a quand même un sacré gap de wishlists plus gros que sur mon X-Fest. Voilà. Donc c'est intéressant. Je sais pas quoi en foutre de cette information, mais en tout cas c'est intéressant de le dire. Robot Arena Survivors, du coup, je me suis demandé est-ce qu'il allait suivre le même schéma. 873 wishlists à la sortie. Un mois plus tard, on se retrouve, on regarde les statistiques et on est à 1490 wishlists, soit une augmentation de 617 wishlists entre ces deux périodes, plus de 70%. Donc on a même là, on a battu Escape Space encore une fois, tant sur le volume que sur le pourcentage. Qu'est-ce que ça m'apprend ça ? Je ne sais pas. Je pense que ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est que potentiellement, si vous faites une mise à jour 1.1 ou je ne sais quoi derrière, bah vous avez potentiellement encore des chances de pousser votre jeu. Ce qui veut peut-être dire que c'est pas mort quand votre jeu est sorti, puisque vous avez encore des rounds de visibilité que vous allez pouvoir activer, mais en même temps, vous allez peut-être pouvoir relancer ces wishlists, puisqu'une wishlist, finalement, c'est une mailing list. À partir du moment où votre jeu est en promotion à au moins 20%, vous envoyez, Steam envoie un email automatiquement à toutes les personnes qui ont wishlist pour dire « Hey, ce jeu existe, regardez, il est en promo ». Et donc, du coup, ça relance l'intérêt de ces gens qui ont wishlist, qui pourraient éventuellement convertir en achat. Maintenant, est-ce que bon, on est 1490, ça a l'air comme ça sur le papier solide. En réalité, c'est pas tant. Passons. Après cette petite analyse de chiffres, comme ça, vous avez des vrais chiffres, et je trouve ça cool de pouvoir vous mettre ça. Je vais vous mettre peut-être par là. Ouais, je vais vous mettre ici le tableau, jour par jour, des ventes sur Robot Arena Survivors. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire une vraie idée. Et en attendant, je pense qu'il va falloir commencer à en tirer des conclusions de tout ça. Donc, petit post-mortem 30 jours après, et plutôt 12 mois après, finalement, le démarrage du projet. Alors, tac, et j'ai pris des notes. Je suis un YouTuber qui travaille bien, n'est-ce pas? On va commencer par
On va voir le positif avant et puis on va doucement descendre vers le négatif. Encore une fois, tout est selon moi, d'accord? Si vous avez joué au jeu, n'hésitez pas aussi à venir ici et me commenter ça et me dire, Ouais, moi, c'est ça. enfin voilà, n'hésitez pas à balancer du feedback aussi, c'est toujours utile. En tout cas, moi, mon feedback, en regardant mon projet, sur ces 30 jours, en y ayant joué des heures et des heures pour playtester mes trucs, en ayant pris des feedbacks de plein de joueurs et de plein de playtesters. Qu'est-ce qui, selon moi, a fonctionné déjà? On va commencer par le positif. Le gameplay dans le jeu est fluide. C'était pas simple, en vrai. On part du principe que c'était un challenge pour moi de lancer ce projet dans le sens où je ne savais pas faire de 3D. J'avais jamais non plus utilisé Unity finalement en 3D, donc surtout niveau perf, il y avait pas mal de choses qui changent. Dans mon cas, j'ai réussi, après ces 11 mois de taf, à faire un truc un peu stylé, dans le sens où le gameplay était vraiment fluide et dynamique, donc c'était plutôt agréable à jouer. Non, vraiment, le gameplay était cool. La partie VFX a été retravaillée, je pense, au moins 4 fois, dont une dernière passe de polish avant la sortie pour faire des explosions encore plus stylées. L'idée, c'est que, comme on est sur un bullet even et que ça pète de partout, il faut que ça soit satisfaisant et en même temps, il faut pas que ça gêne la visibilité. Et les deux sont pas forcément très simples à mettre ensemble. Et le dernier point très important qui a fonctionné pour moi sur ce projet-là, c'était le choix des leaderboards. C'était potentiellement une des meilleures idées que j'ai eues sur ce projet puisque ça a nettement amélioré la rejouabilité sur le projet. Les joueurs, du coup, ont un objectif long terme. Ils peuvent tout le temps, s'ils en ont envie, aller taper ce leaderboard. Maintenant, qu'est-ce qui n'était pas forcément incroyable, mais pas trop nul non plus? Les interfaces sont plutôt correctes. Alors, parfois un peu complexes. J'ai des interfaces un peu plus compliquées qui perdent un peu les joueurs parfois, mais dans l'ensemble, les interfaces sont plutôt compréhensibles et jolies. En tout cas, c'est un feedback qu'on m'a fait plusieurs fois. Et je suis assez d'accord, j'ai plutôt bien bossé. C'est la première fois que je faisais autre chose que du pixel art en plus. On est sur des interfaces un petit peu vectorielles, etc. Il y a également, dans ce qui est un peu mitigé, ce qui est tiède, un système d'événements en jeu. Alors, quand vous jouez à Robot Arena Survivors, vous avez des événements qui peuvent pop dans l'arène. En général, ça vous donne une récompense un peu stylée. Le truc, ça, c'est que c'est très cool parce que ça casse le gameplay et ça donne des choses à faire. Le côté négatif, c'est qu'il n'est pas assez poussé, ce système d'événements. En fait, il n'y en a pas tant que ça et c'est toujours la même chose. Au démarrage, vous allez vous dire, chouette, ça c'est trop bien, il y a un truc et tout. Ben en fait, au bout de 6, 7, 8 games, voilà quoi. Donc c'est un bon système qui aurait eu, je pense, pour lequel ça aurait été pas mal d'investir plus de temps dans le côté, on va en rajouter, on va essayer de faire un peu de variation, etc. Autre point un peu compliqué qui est discutable, c'est le grind. Le grind dans le jeu est un peu énervé sur le démarrage. Le problème, c'est que le grind, une fois que vous avez commencé à avoir un truc solide en termes de véhicules et d'upgrade, ensuite ça est trop rapide. Quand vous faites des games sur le jeu en endless et que vous avez un gros build, en fait vous allez quand même faire pas mal de petits jetons et tout, donc le grind n'est plus aussi énervé que ça. Par contre, c'est vrai que quand vous débutez le jeu est un peu dur et le grind fait mal. Le grind fait mal au démarrage et quand bien même je l'ai vachement facilité par rapport à ce que c'était pendant les playtests. Par exemple, aujourd'hui nous avons un système qui va vous récompenser malgré tout, même si vous perdez, par rapport au temps que vous avez passé durant le fight dans l'arène. Avant il n'y avait pas ça. Avant il fallait tuer des élites, sinon il n'y avait pas de points et pas de cadeaux. Le truc c'est que comme tout est bloqué derrière cette metacurrency, le grind est un peu énervé dans le sens où en fait vous allez faire beaucoup de games au démarrage avec le même tank, les mêmes capacités et ça va devenir très répétitif très vite. Vous n'avez pas de choix d'action, vous n'avez rien d'autre de débloqué. J'aurais peut-être dû autoriser quelques capacités en plus gratuites au démarrage, peut-être pour que les gens puissent commencer à toucher un petit peu à leur build, peut-être faire en sorte peut-être que le premier tank coûte vraiment que dalle pour que les gens puissent directement faire un petit peu mumuse avec ça. Il est essentiel ce grind dans ce genre de jeu parce qu'il faut des objectifs, encore une fois, il faut aller débloquer des trucs et tout, mais il est peut-être un peu trop énervé au démarrage et trop simple par la suite. Autre point un peu mitigé que j'ai noté sur ce projet, c'est l'Early Access. L'Early Access, je l'ai senti un peu pourri, dans le sens où au démarrage de l'Early Access, j'avais vu que beaucoup de joueurs étaient très investis. D'ailleurs, je les remercie beaucoup, ils ont beaucoup aidé au développement du jeu, mais très investis dans le... Oui, il y avait le leaderboard, il faut y aller, tac, 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 très bien. Le truc, c'est que l'Early Access a duré plusieurs mois. On était au début, fin juin jusqu'à décembre, finalement. Et ce pic de joueurs, en fait, s'est lassé assez vite. Et on ne les voit plus dessus. Ils ne sont plus dans les leaderboards, alors qu'ils ont pourtant les capacités d'exploser le leaderboard. Vraiment, les mecs... Disparition de ces personnes parce qu'on comprend en fait ils ont grind je sais pas 50-60 heures sur une early access
Et quand le jeu sort, en fait, c'est bon, ils ont déjà joué eux. Donc ouais, mitigé parce que c'est très bien dans le sens où l'Early Access permet d'avoir ces feedbacks très, très importants, etc. Mais en même temps, c'est une player base qui meurt. Et quand le jeu sort, ces joueurs-là qui étaient un peu solides sur le jeu, ils ne sont plus dessus. Ce qui fait que ouais, ça c'est un peu problématique. Ça aide pas trop parce qu'en plus quand le jeu sort, le côté hype, vous savez, le nombre de joueurs en ligne, tout ça, en fait non. Du coup les joueurs d'avant sont plus là. Donc je sais pas trop quoi en penser de cette Early Access vraiment. C'est vrai que j'aurais espéré que tout le monde soit dessus, mais en même temps on peut pas les forcer à jouer. Vous voyez ce que je veux dire? À considérer pour les prochains projets éventuellement. Bon, et maintenant le moment où il faut se taper sur les doigts. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai pu identifier personnellement comme des choix bêtes, des échecs, des choses que je ne pouvais pas identifier avant de faire ce projet, vraiment. Encore une fois, faites des jeux, essayez, et vous allez vous rendre compte de trucs. On peut vous dire 500 trucs dans les vidéos YouTube que vous allez voir. Même moi, là, je suis en train de vous dire des choses. En fait, tant que vous le faites pas vous-même, ça n'aura pas trop d'impact sur votre vie. En tout cas, premier point, j'ai visé un bullet even en me disant... C'est pas mal les bullet even. Faut savoir déjà que moi, j'ai du mal à faire un jeu si j'ai pas envie d'y jouer. Je ne sais pas développer un truc qui ne m'intéresse pas en fait concrètement. Le bullet even, c'est un jeu sympa. J'ai beaucoup joué à Deep Rock Galactic Survivors notamment, à Brotetto pas mal aussi. Et j'aime bien. Donc je me suis dit, ça a l'air d'être un genre un peu populaire, moi j'aime bien, je vais le faire. On le savait aussi également, c'est un genre surchargé en fait. Il y a combien d'indépendants comme moi qui se sont dit, Mais c'est bien ça. Je vais faire ça. C'est un genre surchargé, donc déjà, compétition un peu plus intense. En plus, le prix de ces trucs-là, en général, pas ouf. Allez voir les prix sur le store là, d'un Vampire Survivors, d'un Brotetto, d'un Deep Rock Galactic Survivors, d'un 20 Minutes Until Dawn. C'est pas des jeux qui coûtent cher, donc c'est pas des jeux sur lesquels vous allez faire beaucoup d'argent si vous faites pas de vente. Donc pour être rentable sur ce genre de projet, il faut en vendre beaucoup. Bon, le truc c'est qu'encore une fois, vous êtes en concurrence avec beaucoup de jeux indépendants, mais pas que. En fait, vous êtes aussi en concurrence contre Vampire Survivors, contre Brotetto, contre Deep Rock Galactic Survivors, etc. Faut pas oublier que ces jeux-là sont aussi vos concurrents et vous êtes sur les mêmes étagères que ces projets-là, d'accord? Vous êtes dans les mêmes catégories. Faut pas croire qu'en fait ça ne nous intéresse pas ou que ça ne nous impacte pas. Les joueurs derrière qui vont vouloir jouer à ce genre de jeu, leur point de comparaison, ça va pas être vos collègues indés. Ça va généralement être les jeux qui fonctionnent bien dans ces genres-là. Donc on peut le voir là dans cette review là que je vais vous mettre à l'écran. Cette personne, elle parle de quoi? D'un concurrent, mais pas d'un petit concurrent. Voilà, tout simplement. Donc, n'oubliez pas ça. Quand vous allez être comparé, vous allez être comparé à ce genre de jeu. Ce qui fait que, en fait, il faut étalonner votre projet par rapport à cela et pas d'autres projets indés, en fait. Si vous voulez sortir du lot, il faut que votre jeu soit énorme. D'accord en gros. Et dans cette niche, spécifiquement, le niveau de qualité, il est en train de step up. Mais vraiment, Vampire Survivor, au démarrage, c'était pas ouf. Je vais pas vous le cacher. Visuellement, bon, on n'aime pas. Moi, je trouve que c'est pas ouf visuellement d'une manière générale. Mais par contre, en termes de contenu, de synergie, voilà, le jeu n'a pas arrêté. Et en plus, il a tellement généré de cash qu'il continue à se développer. Ce qui fait que le jeu aujourd'hui, ou même Brotetto, etc., en fait, vous avez des modes de coopération, de machin. Il y a plein de trucs qui se mettent en place avec toujours plus d'objets, de synergie, machin. Pour arriver à ce niveau de prod, c'est voilà, ça se complique assez vite pour un indépendant, surtout solo en fait. Il va falloir sortir beaucoup de contenu et tout pour égaliser en fait potentiellement ce genre de jeu. Et d'un côté on a ça, de l'autre côté on a des jeux comme Deep Rock Galactic Survivors qui eux ont peut-être moins de contenu qu'un Brotetto ou qu'un Vampire Survivors like. Même si ça tend actuellement enfin ils continuent à pousser leur early access, donc en fait là ça commence déjà à devenir bon. Mais au-delà de ça, le jeu par contre en termes de feedback et en termes de visuel, c'est un studio en fait. Alors c'est un studio, c'est pas Rockstar Games, tu vois, mais c'est quand même un studio, c'est-à-dire c'est une licence Deep Rock. Enfin, donc là vous êtes en compétition avec un truc qui sort des graphismes, des visuels, des VFX, ok. Donc c'est ça vos concurrents en fait. En me disant c'est populaire. J'avais pas conscience finalement que j'allais être autant en compétition, autant noyé dans une masse et que pour être au-dessus des autres, il fallait faire un meilleur jeu que les autres. Et que ces concurrents-là, en fait. Il n'y a pas vraiment de place pour des jeux moins bien. Il y en a trop, des jeux moins bien. En fait, il y a une mare de jeux moins bien, un océan de jeux moins bien. Et au-dessus de cet océan, vous avez quelques références qui émergent en mode, regardez, ça, c'est les refs. Et tous les autres en dessous, pas ouf. Et encore une fois, on peut le comprendre. Je suis un client sur Steam, je vais acheter un jeu, je vais pas acheter des jeux random en mode, c'est une copie d'eux, tu vois. Si c'est pas un jeu qui apporte quelque chose, je vais pas l'acheter. Donc, en tant que joueur, je comprends complètement le cheminement, finalement. Bref, une niche qui n'est pas à ma portée finalement. Je peux faire un Survivors-like, je sais faire, je peux réaliser ça. Est-ce que je peux faire un Survivors-like commercialement viable? Non, je peux pas.
pas en si peu de temps. Et quand je dis si peu de temps, je parle déjà d'un an de taf. Imaginez bien que, ouais, il me faudrait peut-être quoi, 4-5 ans pour faire un concurrent solide à un Deep Rock Galactic. Mais eux, en 4-5 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti 3 DLC. Il faut choisir ta compétition et là, c'est pas possible. Par contre, je suis très content d'en avoir fait. Hein. Je voulais voir à quel point c'était compliqué, gérer tous ces ennemis à l'écran, etc. Très cool. Mais c'est vrai que en termes commercial, ça marche pas. Bon, ensuite, dans mon choix de DA, je suis parti sur de la DA low poly en 3D. Donc, que j'ai appris. Je voulais apprendre ça, en fait. Le choix, c'était de me dire, j'avais envie d'eux. Voilà, c'était pas une question, je sais pas, étudier spécifiquement, ah ouais, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que ça se vende ou pas. Non, vraiment, l'idée, c'était, j'ai envie d'apprendre ça. Et là, je suis en train de bosser sur un 3e projet où j'ai envie d'apprendre autre chose, donc vous allez voir bientôt, no spoil, tout ça, mais je suis encore parti sur une autre DA. Au début, je faisais du pixel art pour ce projet, pour le prototyper, puis je me suis dit non. Je me suis dit que ce serait pas du pixel art. Bon, bref, je vais refaire encore des conneries, c'est sûr. En attendant, la DA low poly, j'ai l'impression, alors c'est encore une fois une impression personnelle, mais j'ai l'impression que ça marche pas trop avec ce genre de jeu. J'ai l'impression que si le jeu était un jeu cosy, pipou, mignon, là, tu sais, petite DA avec des petits arbustes, des petites chaises et tout, enfin, un peu cute comme ça, là. Ça marche bien à low poly. Des robots, des tanks qui se foutent sur la gueule. Un peu moins. Voilà. Mon sentiment, c'est que le low poly marche mieux quand l'univers est cute que quand il est censé être dark et énervé. Donc mon choix de design, à mon sens, pas forcément incroyable sur ce plan-là. J'ai aussi eu le commentaire plusieurs fois que mon jeu fait penser à des émissions comme Robot War et BattleBots. Alors, j'avoue que je regarde un petit peu sur les internets, ça sur YouTube. BattleBots, c'est un peu marrant quand même. C'est un peu marrant. Et je comprends pourquoi les gens parlent de ça, parce qu'on robot, arène, etc. Bam, 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 très bien. Et le truc, c'est que du coup, les gens, dans leur esprit, BattleBots, par exemple, c'est une des références de ce jeu. Sauf que pas du tout. Il n'y a pas d'inspiration propre à cet univers-là. Il n'y a pas de robots avec des espèces de customisation, avec des marteaux, je sais pas quoi. Enfin, en fait, les gens qui s'attendent à avoir un jeu vidéo de ce genre-là, j'ai pas la licence, je suis désolé, je peux pas reproduire ça. Mais les gens qui s'attendent à ça sont déçus, puisqu'en fait, le jeu n'est pas ça. Et il y a peut-être des gens qui ont une espèce de pré-hype en voyant le jeu, en se disant, oh, ils regardent des screenshots, 2-3 screenshots, ils se disent, ah ouais, ça ressemble à BattleBot, trop bien. Ils jouent au jeu et en fait, c'est pas BattleBot. Donc faire attention un petit peu aussi, je sais pas comment étudier ça facilement, mais en tout cas, quand vous faites un projet, peut-être essayer de voir à quoi ça ressemble pour essayer de pas ressembler forcément à des trucs qui ne vont pas le faire comme ça, genre. Parce que si les gens font des associations entre votre jeu et un truc qui existe, ils s'imaginent que c'est ça, mais en fait non, ça crée des problèmes et ça crée des refunds et ça crée des bad reviews, ça crée des trucs comme ça parce que les gens se sentent trahis finalement. Alors qu'en fait c'est dans mon cas c'était pas du tout fait exprès, hein. J'ai pas voulu faire un BattleBot like, c'est pour ça que c'en est pas un d'ailleurs. Je comprends très facilement pourquoi les gens pensent ça, et voilà, tant pis, c'est fait, hein. Un autre point, alors celui-là j'ai envie de me mettre des gifles, je vous le dis, ça va partir. J'ai fait 5 arènes de Robot Arena Survivors, chacune avec un leaderboard, chacune avec 2 modes de jeu. Chaque arène a des ennemis que j'ai handcraftés avec mes petites mains sur Blender, etc., etc. Vous savez quoi? Je vais vous mettre les chiffres à l'écran au-dessus de ma grosse tête, là, par là. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis infligé ça? Pourquoi j'ai fait 5 arènes? Regardez le volume de personnes qui jouent finalement sur ces arènes. Pourquoi j'en ai pas fait une seule? Quitte à mettre plusieurs modes de jeu encore. J'ai voulu faire plusieurs maps et j'ai l'impression qu'en fait sur ce genre de jeu, tout le monde s'en fout. Et je comprends en fait pourquoi. Parce que le but c'est d'aller le plus loin possible et let's go. Et j'ai pas envie de faire 14 maps qui sont différentes mais pas vraiment. Je veux jouer sur mon arène et casser tout, quoi. Et on le voit, hein, regardez les chiffres encore une fois, j'ai envie de vous dire. Et ce qui m'énerve, c'est que c'est pas que les gens ne jouent pas aux arènes, hein. Ce qui m'énerve, c'est que je sais que ça coûtait du temps à produire ces assets et tout, parce qu'il n'y a pas d'asset pack dans le jeu, hein. Tout est fait main sur Blender. Et le truc, c'est que je vois aussi du coup le gâchis que ça a été, parce que ça apporte rien de concret au jeu. C'est peut-être comme si vous mettiez des petits coups de peinture sur un mur pourri là, pour cacher que c'est pourri, en mode... il y a plein d'arènes. Alors qu'en fait, il aurait fallu peut-être mettre cet effort sur le gameplay, plutôt, d'une seule arène, en se disant, justement, on en parlait tout à l'heure, les événements, un petit peu plus de variété, peut-être des trucs qui se passent, quoi. Au lieu de créer des endroits pour créer des endroits. Le fait d'avoir plusieurs arènes est une perte de temps concrètement énorme, en temps investi sur ce projet. Et je sais que du coup, si je dois refaire un jeu du genre, en fait, il y aura une map. Point. Il y a un dernier point. Des trucs qui vont pas sur Robot Arena Survivors. On va le refaire avec l'accent. Robot Arena Survivors. Voilà. C'est le système d'amélioration. En fait, il est très générique. C'est un système d'amélioration comme on fait sur Deep Rock Galactic Survivors. C'est-à-dire surtout à base de statistiques. Bon, pourquoi pas? Le truc, c'est que les armes et les capacités, elles sont pas exploitées comme il faudrait. Elles sont pas exploitées. Il n'y a pas de synergie ou peu de synergie. Il manque quelque chose ici pour rendre
les évolutions d'armes intéressantes, etc. Et je comprends, c'est fade. Alors, il y a quand même un côté cool à faire son build et tout. Hein. Attention, je dis pas que le jeu est complètement nul. Je dis juste que ça manque d'un truc pour que ça soit incroyable. Pour pouvoir prétendre finalement à être en compétition avec des jeux qui fonctionnent dans ce segment. Il me manque des éléments de synergie, d'amélioration de capacité. C'est pas suffisamment exploité pour être aussi bien touffu qu'un Brotetto, qu'un Deep Rock Galactic, etc. Le truc, c'est que si je devais partir dans ce sens-là, ça me prendrait plusieurs mois de développement pour faire un truc cool. Et quand on regarde les chiffres que j'ai annoncés au début de cette vidéo, on se rend compte que en fait, je vais pas le faire. J'adorerais le faire, d'accord, j'adorerais. Mais alors, à voir, je ne sais pas. Parce qu'il y a quand même 1400 wishlists. Mais 1400 wishlists, si on part du principe que ces 1400 wishlists vont convertir à un taux de 10%, si jamais je fais une mise à jour, éventuellement. C'est les stats Steam qui disent ça, c'est pas moi. 10% de 1400, 140 ventes. Si je me réfère aux chiffres de vente des 30 derniers jours, là, c'est un peu moins que la première semaine, donc c'est 300 balles. 3 mois pour 300 balles. Voilà, les calculs. Bref, voici mes feedbacks. Voici mon post-mortem un petit peu concernant Robot Arena Survivors, avec des vraies données. Comme ça, vous avez ça sous les yeux. Avec des vraies pensées. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont pas bonnes? Est-ce que je vais dans une mauvaise direction ou pas? Je ne sais pas. C'est en tout cas ce que j'ai pu analyser de ce projet et ce que j'en ai conclu moi. Pour moi, la niche n'était pas la bonne pour un projet court. La preuve, hein, c'était un jeu que je voulais faire en 3 mois, il a duré 11 mois et il n'est pas assez bon encore pour rivaliser avec mes concurrents directs. Que voulez-vous que je vous dise, moi? C'est la vie du dev indé, je ne sais pas trop. Prochain projet en cours, j'ai déjà une page Steam qui a été achetée, donc je vais voir ce que j'en fais. Je ne sais toujours pas vraiment en réalité. Je pousse des prototypes fortement là. On verra ce que nous réserve 2025. Je n'ai aucune idée, ok? Aucune idée. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas. Le petit pouce, machin. Oui, abonnez-vous, nanana. On se retrouvera un de ces quatre, je ne sais pas quand. Vous avez vu, hein, sur cette chaîne, on poste quand on a des choses à dire. Genre, quand il n'y a rien à dire, je ne fais pas de vidéo, effectivement. Bref, des bisous, bien sûr.